Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose qu'on démarre notre réunion de ce jour. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui son Excellence Hakan Akesson, qui est l'ambassadeur de Suède en France, qui vient aujourd'hui nous détailler les priorités de la présidence suédoise du Conseil de l'Union européenne. Et nous en discutions à l'instant. Je reviens pour ma part de Stockholm, où j'ai participé à la COSAC, qui est la réunion des présidents de commission des affaires européennes des parlements nationaux, et nous avons déjà eu l'occasion de débattre des grandes priorités de la présidence suédoise, avec un premier débat qui était particulièrement concentré sur la lutte contre la criminalité organisée, qui est une de vos grandes priorités de cette présidence, avec la présence de la commissaire Ylva Johansson, qui était avec nous à cette occasion, et puis un deuxième débat qui était, lui, centré sur les autres priorités et qui a beaucoup, évidemment, tourné autour de la guerre en Ukraine, qui, comme votre Premier ministre l'a indiqué, reste la priorité des priorités de la présidence suédoise. Et j'ai rappelé à cette occasion que si nous voulions être réellement efficaces dans le soutien que nous apportons aux Ukrainiens, il nous revient évidemment de poursuivre le soutien économique, financier, humanitaire que nous leur apportons, mais que nous devons également accélérer les livraisons d'armes. J'ai salué évidemment la décision qui a été celle des Allemands d'autoriser la livraison de chars Léopard et d'armements lourds. Et je crois que c'est ce chemin que nous devons suivre si nous voulons contrer l'ambition impérialiste de Vladimir Poutine, qui souhaite imposer un nouvel ordre de sécurité en Europe. La guerre en Ukraine, monsieur l'ambassadeur, c'est aussi un signal d'alarme pour la défense européenne et la nécessité de bâtir une Europe souveraine, capable de s'assumer comme une puissance géopolitique. La Suède connaît parfaitement ces enjeux, elle qui est si proche géographiquement de la Russie. Nous savons que la Suède souhaite rejoindre l'Alliance Atlantique. Nous avons soutenu à travers un vote ici à l'Assemblée nationale cette candidature qui viendra renforcer, j'en suis certain, le pilier européen de l'OTAN. Et je souhaite pour ma part que le chantage turc au veto, qui ne soit pas un frein à votre adhésion. Vous avez présenté votre candidature en même temps que la Finlande. Il serait, je crois, naturel que vos candidatures soient ratifiées également, ensemble, en même temps. Ce vendredi, toujours en lien avec la défense et l'Ukraine, ce vendredi 3 février, se tiendra à Kiev le sommet UE-Ukraine. Et je souhaite que ce moment, en tout cas je l'espère, soit un moment qui permettent aux Européens d'aborder le processus d'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne, avec son entrée progressive, notamment dans le marché unique qui sera discuté. Je pense que ce doit être aussi l'occasion d'avancer sur la création d'un tribunal spécial pour les crimes de guerre commis par l'armée russe en Ukraine. Et je crois que si nous sommes fidèles à nos valeurs européennes, ces crimes ne doivent pas rester impunis. Il n'y aura pas de paix sans justice. Et je pense que les Européens, à l'occasion de ce sommet, doivent avancer sur ce chemin. Et puis, ça doit être aussi l'occasion de poser les jalons d'un nouveau paquet de sanctions contre la Russie, ainsi que d'avancer sur une proposition concrète pour transférer les fonds gelés de la Banque centrale russe à l'Ukraine pour soutenir la résistance. C'est en tout cas un souhait que j'exprime aujourd'hui. Et puis, pour terminer sur l'Ukraine, la guerre nous pose évidemment un défi énergétique, et l'Union doit évidemment travailler pour se doter de ressources d'approvisionnement sûres et décarbonées. Nous espérons que l'ensemble du paquet Fit for 55, comme on dit en bon français, pourra être définitivement adopté sous votre présidence, tandis que vous aurez la lourde charge d'assurer les premières négociations sur le lancement de la Banque européenne de l'hydrogène. Je terminerai mon intervention avec le rôle important que votre présidence doit jouer dans la réponse européenne au défi qui nous est posé par l'Inflation Reduction Act américain, qui est un défi majeur, et je crois qui est le défi le plus grand que nous avons à affronter collectivement dans les semaines et les mois à venir, car il s'agit au fond de la souveraineté industrielle de l'Europe, de la compétitivité de nos entreprises. Et si nous ne sommes pas capables d'apporter une réponse commune à 27 lors de ce sommet, alors nous verrons nos industries petit à petit se délocaliser de l'autre côté du continent.
et donc nous devons être capables d'avancer sur les rénovations des règles en matière d'aide d'État, avancer sur un fonds européen de souveraineté, éventuellement un nouvel emprunt. Tout est sur la table, les outils existent et nous devons nous en saisir pour être capables d'agir et d'apporter la bonne réponse en européen à ce défi posé par nos alliés américains. Voilà, monsieur l'ambassadeur, ce que je voulais dire en introduction. Je vous cède tout de suite la parole et puis ensuite ce sera à mes collègues de vous poser des questions. Je vous remercie en tout cas pour votre présence. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci à vous, Monsieur le Président de cette commission. Mesdames et Messieurs les députés, merci pour cette opportunité de présenter les priorités de la présidence suédoise. C'est la troisième fois depuis notre adhésion en 1995 que nous assurons la présidence tournante en trio, comme vous le savez, avec la France et la République tchèque. Et je voudrais commencer par saluer ces deux présidences, puisqu'ils sont su mobiliser l'UE à un moment difficile pour apporter une réponse ferme et unie envers la Russie et ont témoigné d'une solidarité infaillible à la population ukrainienne. Elles ont aussi mené de très bonnes présidences dans le sens qu'elles ont pu faire avancer en même temps de nombreux dossiers communautaires. Notre présidence est impactée par l'Ukraine, l'agression russe, mais aussi par la crise énergétique, la crise climatique et une situation assez compliquée économiquement. La présidence est gérée par un gouvernement qui est en place depuis le mois d'octobre. C'est un gouvernement de centre-droite composé par trois partis politiques, le Parti des modérés, le Parti des démocrates chrétiens et les libéraux, dirigé par le leader du Parti des modérés, Ulf Kristersson. Notre ambition en tant que présidence, et cela va de soi, sera d'être à l'écoute de tout le monde, d'être impartial et de trouver des compromis afin de faire avancer les dossiers communautaires. Nous nous retrouvons dans une période du mandat de la Commission où une grande partie des propositions de la Commission est déjà présentée au Conseil. En conséquence, il y a beaucoup d'actes législatifs, autour de 350, sur la table qui sont en train d'être négociés au sein du Conseil ou qui sont déjà en négociation interinstitutionnelle, donc en trilogue. En tant que présidence, nous allons présider environ 2000 réunions à Bruxelles et organiser environ 150 réunions en Suède, y compris 12 réunions informelles ministérielles. Le gouvernement suédois s'est fixé 4 priorités pour sa présidence. Notre première priorité est la sécurité de l'Union. L'invasion russe en Ukraine a complètement changé la situation sécuritaire en Europe. Pour la présidence, il sera important de préserver l'unité face à l'agression russe. L'Union doit continuer à faire pression sur la Russie, entre autres à travers des sanctions, et veiller à ce que ceci soit efficace. La présidence va faire de son mieux pour que l'Union continue, ou plutôt augmente, le soutien politique, économique, humanitaire et militaire à l'Ukraine. Il y a tout d'abord les besoins immédiats pour cet hiver. Et là, je voudrais saluer la France pour l'organisation de la conférence de soutien à l'Ukraine qui a eu lieu ici à Paris le 13 décembre. Il faut aussi que l'Union prépare son soutien pour l'hiver prochain et commence à préparer la reconstruction de ce pays. En parallèle, les États membres doivent continuer à accueillir des réfugiés ukrainiens. La Suède a jusqu'ici reçu environ 50 000 réfugiés. Mon pays a apporté un soutien militaire, économique et humanitaire d'1,3 milliard d'euros depuis le début de la guerre. Pour ce qui est de la politique de sécurité et de défense commune, la présidence va œuvrer pour que l'Union assume une plus grande responsabilité pour sa propre sécurité et améliore sa capacité d'action, en étroite coopération avec ses partenaires. L'agression russe a montré l'importance de coopérer
davantage dans le domaine de la sécurité et de la défense. Une priorité sera de mettre en œuvre la boussole stratégique. Notre présidence travaillera également pour renforcer le lien transatlantique et la coopération entre l'Union européenne et l'OTAN dans le domaine tel que la lutte contre les menaces hybrides et la cybersécurité. En outre, nous devons renforcer nos propres défenses, nos propres armées. La Suède, comme vous le savez, est en train d'entrer, comme a déjà été mentionné, dans l'OTAN et va atteindre l'objectif de dépenses liées à la défense correspondant à 2% du PIB dès que possible, mais au plus tard en 2026. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier la France et notamment l'Assemblée nationale pour son soutien à l'adhésion de mon pays à l'OTAN. La présidence suédoise veut aussi mettre l'accent sur les aspects internes de la sécurité de l'Union. Comme vous le savez, la criminalité ne connaît pas de frontières. Il faut renforcer la coordination européenne concernant la lutte contre la criminalité, surtout contre le crime organisé. La présidence va aussi œuvrer pour une meilleure surveillance des frontières extérieures de l'Union. Cela sera un sujet pour le Conseil européen la semaine prochaine. Notre deuxième priorité, c'est de renforcer la résilience et la compétitivité de l'Europe. La compétitivité est devenue moins forte ici qu'ailleurs, notamment par rapport aux États-Unis et à la Chine. Il faut renforcer notre productivité afin d'assurer une croissance économique à long terme. Alors, comment le faire? D'abord, il faut continuer à approfondir le marché intérieur. Il faut continuer à conclure des accords de libre-échange pour augmenter nos échanges commerciaux, mais aussi pour renforcer notre rôle sur la scène internationale. Il faut parfois simplifier les règles au niveau européen, mais aussi au niveau national. Et il faut investir plus dans la recherche et le développement, au moins 3% de notre PIB, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en Europe. En réalité, les États-Unis et la Chine investissent beaucoup plus que nous dans ce domaine. À cet effet, sur proposition de la Suède, le Conseil européen de décembre a demandé à la Commission de préparer une communication avec des propositions sur la compétitivité à long terme en vue du Conseil européen en mars. Il ne faut pas être naïf quand nous abordons ce sujet. En même temps que nous prenons des mesures pour augmenter la compétitivité, il faut aussi renforcer notre résilience dans les domaines qui sont stratégiques pour nous. Par exemple, les batteries électriques, l'hydrogène vert et les semi-conducteurs. Et là, nous allons tout faire pour faire avancer le CHIPS Act. Il faut diversifier nos chaînes d'approvisionnement. Il faut plus de stocks de produits de première nécessité. Il faut miser plus sur l'extraction de certains minéraux. Pour résumer, il faut une union qui reste ouverte vis-à-vis du reste du monde, mais sans que nous soyons naïfs. Il faut plus de résilience, mais sans recourir à une course aux subventions. Concernant une réponse à la législation américaine de l'IRA, Inflation Reduction Act, les propositions de la Commission seront présentées, si j'ai bien compris, aujourd'hui, et elles figureront dans les discussions prévues au Conseil européen la semaine prochaine. Sur cette base, la présidence suédoise va œuvrer aussi vite que possible, puisque le temps presse, pour trouver des mesures autour desquelles les États membres puissent se mettre d'accord. La troisième priorité est le climat et la sécurité énergétique. La guerre a montré pour l'Europe tout entière que les énergies renouvelables ainsi qu'un approvisionnement énergétique fiable sont cruciaux pour notre sécurité. La flambée des prix du gaz et de l'électricité ainsi que l'approvisionnement en énergie cet hiver et l'hiver prochain figureront en tête des priorités au début de notre présidence. La proposition de la Commission visant à réformer le marché européen de l'électricité, attendue pour le début de cette année, sera aussi une priorité.
Le gouvernement suédois veillera également à ce que l'Union continue à réduire rapidement sa dépendance à l'égard du gaz russe et d'autres sources d'énergie fossiles. Pour y parvenir, nous avons besoin d'une électricité plus sûre et sans fossiles, y compris, au moins dans le cas de la Suède et de la France, l'énergie nucléaire, tout en respectant, bien sûr, le fait que chaque pays décide de son propre mix énergétique. Notre objectif est aussi de finaliser les parties restantes du paquet Fit for 55. Nous allons continuer à mener des trilogues avec le Parlement européen sur les propositions de révision de la directive sur les énergies renouvelables et de la directive sur l'efficacité énergétique. Une priorité sera également le nouveau règlement relatif aux batteries et leurs déchets. Le règlement concernant la restauration de la nature et de l'agriculture sera aussi à l'ordre du jour. Finalement, il ne faut pas oublier les forêts qui peuvent jouer un rôle important à la fois comme source d'énergie et comme base de produits durables, mais aussi comme puits de carbone et comme source pour la biodiversité. Enfin, la quatrième priorité est la sauvegarde des valeurs fondamentales de l'Union. La coopération européenne est basée sur le respect des valeurs fondamentales. La question de l'état de droit mérite une attention particulière et reste une des priorités de notre politique européenne en général. En tant que présidence, nous allons donc œuvrer pour que le dialogue sur l'état de droit continue afin de renforcer le respect de l'état de droit dans l'ensemble de l'UE. Finalement, quelques mots sur le sujet de la migration. Il faut que l'UE continue à travailler sur les différents aspects techniques du pacte migratoire avec le but de pouvoir finaliser, comme prévu, le paquet sous la présidence espagnole ou au plus tard au début de la présidence belge. À court terme, le renforcement de nos frontières externes doit être une priorité, ainsi que la coopération avec les pays d'origine, y compris sur le retour de migrants en situation irrégulière. Le 3 janvier, le Premier ministre suédois a choisi la France pour son premier déplacement dans le cadre de notre présidence. Cela témoigne de l'amitié entre nos deux pays, les deux leaders ayant discuté comment renforcer encore plus notre partenariat bilatéral, mais ils ont aussi et surtout pu revenir sur la coordination étroite entre nos présidences en vue des conseils européens dans les mois à venir. Cela montre que la coopération étroite dans le trio France-République tchèque continue et se porte bien. Il y a quelques semaines, comme il est d'usage au début d'une présidence, le gouvernement suédois a reçu tout le collège de la Commission à Kiruna, une ville dans l'extrême nord de la Suède. Une fois à Stockholm, il faut aller encore 1200 km pour arriver à Kiruna. C'est loin. En fait, la Commission n'est jamais partie ensemble si loin de la capitale de l'UE, de Bruxelles. En même temps, les Suédois n'ont jamais été aussi proches de l'Europe. Selon le dernier Eurobaromètre, les Suédois ont une opinion plus favorable de l'Union que la moyenne en Europe. Une présidence est une grande responsabilité et nous sommes très fiers de l'assurer pendant ce semestre. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur. Je regardais effectivement où se trouve Kiruna. C'est vraiment très au nord, aux confins entre la Finlande et la Norvège. C'est ça. Merci beaucoup pour votre présentation. Je passe tout de suite aux orateurs de groupe et à Madame Nicole Lepay pour le groupe Renaissance pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur l'Ambassadeur, chers collègues, au nom des députés du groupe Renaissance, je tiens à vous remercier pour votre venue ici à la Commission des Affaires européennes au sein de l'Assemblée nationale. Vous avez détaillé l'agenda de la présidence suédoise du Conseil de l'Union européenne. Notre groupe porte l'espoir, malgré les contingences politiques, qu'un engagement durable de la Suède dans la construction européenne s'exprimera pleinement durant la mise en œuvre de cette présidence. L'actualité nous oblige. Les priorités européennes sont multiples durant ce trimestre, ou seront multiples, notamment avec la situation en Ukraine, mais également au sujet de l'énergie et du climat, de l'industrie, de la défense, les règles budgétaires européennes ainsi que les migrations. Hier, nous recevions le président de la Rada,
M. Ruslan Stefanchuk, à qui nous réitérions notre volonté de continuer à répondre à l'agression de l'Ukraine par la Russie, tandis qu'il nous rappelait ô combien les Ukrainiens ont besoin de notre soutien. La présidence suédoise l'a rappelé, toutes les priorités sont liées à la nécessité de contrer l'agression russe en Ukraine, vous l'avez dit vous-même, une solidarité infaillible. Comment, après ce constat, comptez-vous mettre en œuvre votre agenda au cours des mois prochains? Et la Suède et la France ont une relation particulière. Je formule le vœu que de ce partenariat naissent de nouvelles ambitions très concrètes dans des domaines comme la sécurité, l'énergie et le nucléaire, les forêts, vous l'avez souligné, ou encore la santé. Et pour avoir eu l'occasion de visiter la Suède avec un groupe d'entreprises à titre privé, vous avez un pays riche de compétences. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Thibault François pour le Rassemblement national et pour 2 minutes. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur l'Ambassadeur, chers collègues. Je vous remercie également, Monsieur l'Ambassadeur, pour votre présence aujourd'hui et de venir nous expliquer et démontrer les objectifs de la présidence suédoise pour les 6 prochains mois à la tête du Conseil de l'Union européenne. Alors cette présidence clôt le trio de présidences, comme vous l'aviez dit, formé par la France et la République tchèque, et c'est sans surprise un programme de la présidence qui est marqué par la très triste situation et préoccupante situation de la guerre en Ukraine, mais aussi également, je tiens à le souligner, une série de vagues migratoires très importantes auxquelles l'Union européenne fait face. Alors, je voulais dire à titre liminaire que de nombreux commentateurs européens ont d'abord affirmé avoir de grandes inquiétudes qui seraient liées à une politique qui serait dite, entre guillemets, conservatrice, présentée par votre gouvernement conservateur en Suède et durant cette présidence. Alors, je tenais à vous dire qu'il semblerait que votre pays soutient le statut de candidature, vous l'avez répété, de l'Ukraine à l'Union européenne, ainsi que tout élargissement de l'Union européenne de manière générale. Alors, je me permets de rappeler que le groupe que je représente aujourd'hui, le Rassemblement national, s'oppose à tout élargissement de l'Union européenne et à n'importe pays que ce soit, pour une raison simple, c'est que les Français y sont tout simplement opposés. Alors en termes d'immigration, vous en avez parlé également, lors de son investiture, votre Premier ministre a affirmé, je cite, que les principaux problèmes économiques et sociaux sont la conséquence de hauts niveaux d'immigration. Alors, il n'empêche que dans votre programme de la présidence du Conseil, il a été mentionné le renforcement de l'intégration des pays des Balkans. Alors, je me permets de rappeler que la route des Balkans occidentale continue d'être la plus empruntée par les migrants, avec une augmentation de près de 170% de passages sur une seule année. Et l'agence Frontex a même dénoncé ces chiffres. Et donc, il s'agit de 130 000 passages frontaliers irréguliers, simplement en 2002, de janvier à novembre, ce qui constitue une hausse de plus de 64%. Et je tenais simplement à dire en propos de conclusion que notre groupe espère et souhaite que la Suède défendra pendant ces mois à la tête du Conseil de l'Europe un programme qui soit respectueux de l'ensemble des peuples européens et surtout de leurs aspirations. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Nathalie Oziol pour le groupe de la France Insoumise. Merci, Monsieur le Président, Monsieur l'Ambassadeur. Je souhaite, à travers votre personne, m'adresser au gouvernement suédois et donc parler de la politique qu'il met en œuvre dans le cadre de la présidence du Conseil de l'Union européenne, mais pas que. D'abord, en vous écoutant, nos inquiétudes je parle des inquiétudes du groupe que je représente, la France Insoumise, nos inquiétudes vis-à-vis de l'Union européenne ne se dissipent pas. Sur le plan économique, je ne perçois pas d'inventaire sur les orientations de l'Union européenne ces dernières décennies. Les travailleurs et les travailleuses européens ont payé plein pot l'explosion des prix de l'énergie, des denrées alimentaires. Et vous êtes d'accord pour approfondir le libre-échange et la compétitivité. Et nous savons ce qui se cache derrière le mot compétitivité. C'est la mise en concurrence des travailleurs européens, l'écrasement des salaires. On aurait pu espérer une réaction face aux États-Unis qui amorcent un virage protectionniste, ne serait-ce qu'une esquisse de stratégie. Mais en fait, l'Union européenne sous présidence suédoise va continuer à promouvoir le libre-échange. Sur le plan des affaires étrangères, vous souhaitez adhérer à l'OTAN. C'est votre droit, mais nous ne pouvons pas cautionner le chantage d'Erdogan. La Suède a accepté de renvoyer en Turquie un militant kurde pour répondre aux conditions imposées par la Turquie. Les Kurdes sont nos alliés. Ils se sont battus contre la barbarie de l'État islamique. Les renvoyer n'est pas acceptable. Il y a 10 ans, 3 militantes kurdes ont été tuées à Paris. Il y a 1 mois, 3 autres ont péri à Paris. Nous devons protection aux Kurdes. Ils ne méritent pas d'être sacrifiés
sous l'autel de la réelle politique européenne. Sur les questions migratoires, nous craignons un durcissement et le contexte politique en Suède ne peut que nous donner raison. Je vois le temps. En pactisant avec l'extrême droite, le gouvernement suédois a choisi de se laisser guider l'agenda politique. Donc nos craintes concernent à la fois le contexte politique interne de la Suède et comment cela va impacter toute la politique au niveau de l'Union européenne. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Settlinger pour le groupe des Républicains. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur l'Ambassadeur, pour votre présence aujourd'hui dans notre commission. J'avais 2-3 questions à vous poser. La première, en matière économique, donc comme le président Anglade l'a déjà évoqué donc en introduction par rapport à l'Inflation Reduction Act américain, donc qui pose question. En Europe également, donc l'Allemagne a mis en place un vaste plan de soutien aux entreprises et aux ménages pour faire face à la flambée des prix de l'énergie, ce qui peut poser évidemment la question d'une distorsion de concurrence avec les autres États européens. Donc ne pensez-vous pas qu'il faille mettre en place une meilleure coordination européenne en matière de soutien aux entreprises ? Ma deuxième question concerne les terres rares. On a souvent déploré l'extrême dépendance de l'Union européenne en matière de terres rares, notamment vis-à-vis de la Chine. Il a été découvert récemment un gisement géant de terres rares, donc à Kiruna justement. Donc beaucoup de choses se passent à Kiruna, Monsieur l'Ambassadeur. Ne pensez-vous pas qu'il faille que l'Union européenne fasse tous les efforts possibles pour mettre en place une stratégie forte de manière à devenir rapidement indépendant en matière de terres rares pour l'indépendance de l'Union européenne? Et puis ma troisième question concerne l'euro, puisque votre pays n'a pas adopté la monnaie unique. Et donc ne pensez-vous pas que la non-adhésion à l'euro peut entraîner une plus grande faiblesse pour votre économie, mais aussi pour l'ensemble de l'Union européenne, puisque en fonction de la fluctuation des cours de change, vos entreprises nationales peuvent être amenées à se détourner des entreprises européennes au profit d'entreprises américaines, par exemple, si l'euro devait trop s'apprécier. Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur. Merci beaucoup. La parole est à Liliana Tanguy pour le groupe Renaissance. Merci, Monsieur le Président. Monsieur l'Ambassadeur, merci pour votre présence et pour cet échange qui nous permet de cerner un peu mieux vos objectifs et l'ambition de votre présidence. Je souhaitais revenir sur la question de la politique migratoire. Et comme ça a été dit tout à l'heure, et vous le savez certainement, la route dite des Balkans constitue une des principales voies d'accès migratoire à l'Union européenne. Et effectivement, il y a de nombreuses entrées irrégulières. D'après les chiffres de Frontex, de l'ordre de plus de 64% en 2022 par rapport à 2021. Et donc, les CPI des Balkans occidentaux se trouvent face à ce problème en première ligne. Et d'ailleurs, ça s'ajoute à leurs propres problèmes qui sont aussi importants de pouvoir avoir la capacité d'accueillir ces migrants de manière durable. Alors, en fait, je voulais savoir ce que vous souhaitiez mettre en place comme feuille de route pour renforcer la coopération aux frontières de l'Union européenne, puisque vous souhaitez en fait faire en sorte que l'on puisse accélérer et renforcer les contrôles. Mais que pensez-vous faire pour essayer aussi de lutter contre le pushback qui est exercé aux frontières avec les Balkans occidentaux et aider justement nos voisins des Balkans à accueillir avec plus de dignité les nombreuses personnes qui demandent l'asile aux portes de l'Europe. Je vous remercie. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, Monsieur l'Ambassadeur, vous avez la parole pour répondre à toutes ces questions. Merci beaucoup pour ces questions. D'abord, en ce qui concerne l'Ukraine, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été déjà dit. Il faut absolument garder l'unité de l'Union. Il faut augmenter le soutien à l'Ukraine, y compris le soutien militaire,
mais aussi humanitaire. Et il faut continuer à faire pression sur la Russie. Et veiller à ce que les régimes de sanctions qui sont déjà là soient vraiment efficaces, parce que ça, c'est une question importante aussi. En ce qui concerne la question de l'élargissement, le gouvernement suédois est en faveur d'un élargissement de l'Union. Nous pensons que, surtout aujourd'hui, avec la situation actuelle, l'élargissement est encore plus important que jamais. Mais il faut des réformes dans les pays candidats et il faut bien entendu aussi que l'Europe soutienne ces pays quand ils entament ces réformes. Au sujet de la migration, alors là, il y a des discussions en cours au Conseil, en trilogue. On va faire de notre mieux pour faire avancer ces trilogues d'un côté et de l'autre. Il faut une discussion maintenant sur tous les aspects externes. Et là, la situation est assez compliquée pour certains pays. Donc, il faut trouver aussi vite que possible des solutions pour pouvoir renforcer les frontières extérieures de l'Union. Et bien entendu, tout ce que Frontex doit faire doit être fait dans le cadre de notre législation, dans le cadre de l'état de droit. En ce qui concerne la question de l'IRA, tout d'abord, il faut tout de même constater qu'il est positif que les États-Unis s'engagent de nouveau dans la transition verte. Mais en même temps, la Suède partage les préoccupations exprimées actuellement par beaucoup de pays membres, y compris la Suède, sur les conséquences négatives de l'IRA sur l'industrie suédoise. Donc, il y a maintenant un groupe de travail entre Bruxelles et Washington qui essaye de trouver des solutions. Donc, il faut attendre les résultats de ce groupe de travail, mais ça ne sera probablement pas suffisant. Et donc, il y aura aussi une discussion la semaine prochaine au Conseil européen, le 9 et le 8 et le 9 février. Et comme j'ai déjà mentionné, il y aura une communication de la Commission aujourd'hui qui sera présentée. Je ne sais pas si elle est déjà sur le web. Donc avec des propositions qu'on va discuter au Conseil européen. Et c'est vraiment l'objectif de la présidence suédoise d'essayer de trouver des solutions aussi vite que possible, parce que le temps presse ici. Mais quand on discute de propositions, il faut vraiment faire une analyse aussi des conséquences de ces mesures à long terme. Il faut éviter de faire des choses qui semblent être bonnes à court terme, mais qui peuvent être négatives à long terme pour la compétitivité. Donc, il faut une bonne analyse aussi sur ce qu'on va faire. Et bien entendu, il faut éviter une course aux subventions parce que ça ne sert à personne et surtout pas à l'Europe. En ce qui concerne les terres rares, c'est très bien pour l'Europe, pas uniquement pour la Suède. C'est très bien pour l'Europe que nous avons des terres rares, et non seulement en Suède. Et c'est vrai que le plus grand gisement de terres rares connu jusqu'ici
on l'a découvert en Suède il n'y a pas très longtemps. Et ça sera, c'est une très bonne nouvelle pour la transition verte en Europe. C'est une très bonne nouvelle pour notre autonomie stratégique. Et comme j'ai déjà mentionné, il y a des secteurs, des domaines où il faut focaliser pour pouvoir promouvoir une autonomie stratégique. Mais il faut aussi des terres rares parfois ailleurs, parce que l'Europe n'a pas tous les terres rares nécessaires, nous n'avons pas toutes les ressources premières nécessaires, et d'où aussi la nécessité d'avoir et de conclure des accords de libre-échange. Et je pense que ces accords-là sont aussi importants pour le rôle de l'Europe sur la scène internationale. Oui, pour l'euro, comme vous le savez probablement, nous avons eu un référendum sur l'euro en 2003. Je pense qu'il y a eu une majorité de 56% qui ont voté non. Donc, ce n'est pas sur l'agenda politique aujourd'hui en Suède. Nos politiques ont conclu qu'on va pouvoir de nouveau discuter de cette question le jour où il y a encore une fois une majorité pour entrer dans la zone euro. Donc ce n'est pas une question qui est sur l'agenda politique en Suède aujourd'hui. En même temps, je constate que nous respectons les critères du pacte de stabilité en ce qui concerne le déficit et l'endettement public, qui est un des plus bas de l'Union. Merci. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Des questions complémentaires? Non? Eh bien, si ce n'est pas le cas, je vous remercie, Monsieur l'Ambassadeur, pour votre présence, pour vos réponses, et je vous souhaite une bonne présidence du Conseil de l'Union européenne. Beaucoup de succès, vous avez une lourde responsabilité, parce que nous sommes dans un temps exigeant pour notre Union, et donc nous comptons beaucoup sur la Suède pour être moteur dans la résolution des grands défis qui se posent au continent européen, à ces presque 500 millions d'habitants. Merci beaucoup pour votre présence, et je vous donne rendez-vous, mes chers collègues, mercredi prochain pour l'audition du directeur général de l'Agence spatiale européenne qui sera ici avec nous, et donc j'espère vous y retrouver nombreuses et nombreux. Merci beaucoup et bon après-midi, à bientôt. Merci à toutes et à tous.